Hey, on se retrouve enfin. Il fait toujours chaud à l'île de la Réunion. J'envoie un peu de soleil et d'amour à ceux qui en ont envie et ceux qui en ont besoin. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on va bien faire dans cette vidéo? Justement, on va faire la suite de la vidéo précédente qui parlait de l'adoption et des appartenances culturelles. Mais avant tout, avant de rentrer dans le vif de ce sujet brûlant là, quelques petites précisions. Alors, j'ai fait ces petites vidéos car j'adore filmer et surtout, j'adore partager des choses. Ensuite, ce petit projet, je tiens à le dire qu'il est en période de test, que ce soit dans le fond, dans la forme ou dans le contenu. Donc, un peu d'indulgence, un peu de soutien, ça me ferait plaisir. Actuellement, mes vidéos sont animées par un jeu de cartes que j'ai inventé. Et oui, je m'amuse bien. Et que j'ai mis en test, donc j'ai mis en test sur mon compte Facebook, Ethiopical. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Donc, je vous préviens ici qu'il y aura des changements et évolutions possibles. Le but étant, bien sûr, de progresser en qualité. Donc, le sujet en question. En fait, il s'agit d'un article intitulé Adoption, connaît-il les appartenances culturelles et du processus psychique de l'adolescence? Vous pouvez le trouver sur le site du Congrès français de psychiatrie. Je vous invite vraiment à le lire parce que ici, contrairement à ma vidéo précédente, je ne ferai pas de lecture parce que c'était pas très pratique. Donc, je vous partagerai seulement mon analyse. Alors, donc dans la vidéo précédente, je m'étais arrêtée à peu près à la moitié. Dans cette seconde partie, il y a deux interventions. Celle du docteur Lida Pulik et celle du docteur Rocherabro. Alors, la partie du docteur Lida Pulik, donc qui est une psychiatre à Paris, est intitulée Abandon, filiation et processus psychique de l'adolescence, quand l'adoption s'en mêle, suivi par un petit paragraphe, la nature de la demande et notre réponse. Alors, pour cette intervention, voici mon analyse. Je rappelle aussi qu'elle se fait selon mon prisme, le point de vue d'une personne qui a expérimenté l'adoption, donc une personne adoptée. Je vais essayer de rester calme, parce que là déjà, dès le titre, j'ai déjà envie de tailler, mais on respire. Donc dans cette partie, l'intervenante en fait semble généraliser les questions qui concernent l'abandon, la filiation ou le processus psychique à l'ensemble des adolescents. Ces interrogations étant en fait inhérentes à cette période justement transitoire de la vie. Cependant, elle revient sur la spécificité de l'adoption d'entrée de jeu dans le titre en disant, je cite, quand l'adoption s'en mêle. Ce qui m'a un peu perturbée quand même, parce que ici, c'est le fait d'assimiler l'adoption de prime abord et de manière généralisée, en fait, à un événement perturbateur. Ce qui vient, selon moi, en fait, du coup, appuyer sur le côté cliché catastrophe de l'adoption. À l'inverse, ce qui est intéressant ici, c'est le fait qu'elle questionne, en fait, la spécificité de l'adolescent adopté, au-delà de la notion de l'abandon ou du fameux syndrome de l'abandon qui est très récurrent dans l'adoption. Adoption et abandon, en fait, c'est aussi un autre cliché préjudiciable utilisé de manière abusive et à outrance, selon moi, lorsqu'il s'agit de l'adoption. Cet abus de langage, en fait, dans le quotidien ou dans le domaine médical, est selon moi mauvais pour deux raisons. La première, c'est que la notion d'abandon met l'ensemble des personnes adoptées dans le même sac, noyant en fait leur spécificité, donc la spécificité des histoires de chaque individu. Bien sûr, il y a des situations d'abandon, mais il faut encore les préciser, les spécifier, les contextualiser correctement avant de balancer en fait des mots qui sont extrêmement forts et socialement très connotés comme l'abandon. Mais en dehors des situations d'abandon dans l'adoption, il y a aussi des situations de décès, de perte de parents, et cela ne peut pas être en aucun cas être assimilé à de l'abandon, bien que le sentiment de perte de personnes aussi importantes que les parents, en fait, puisse amener un enfant à se sentir justement abandonné, à avoir le sentiment de l'abandon. Mais à ce moment-là, l'acte de l'acte de cet abandon ne peut pas être justifié parce que personne n'abandonne personne. C'est juste que c'est la vie. Et à ce moment-là, la vie, on pourrait s'imaginer que la vie nous abandonne. Donc on pourrait l'accuser. Donc la question de l'abandon dans la situation de perte est vraiment à nuancer en fait. Ensuite, la deuxième chose, la deuxième remarque, c'est cette notion d'abandon. En fait, souvent, on entend aussi le syndrome de l'abandon. Et pour moi, elle est contre-productive, voire destructive, dans la mesure où justement, elle vient emprisonner la personne adoptée dans un perpétuel sentiment de rejet, de vide, de manque, inéluctable, qui vient appuyer en fait sur ce sentiment-là de rejet, qui justement appuie encore plus sur le malaise lié aux incertitudes de son parcours de vie. Ensuite, dans le paragraphe suivant, j'ai relevé un terme, pathognomonique. Vous le connaissez peut-être, en tout cas pas moi. Alors j'ai fait des recherches et selon la définition que j'ai trouvée,
En résumé, c'est un terme en fait qui a un rapport directement avec le domaine de la pathologie, de la maladie ou du symptomatique. C'est ce que j'en ai compris. Donc en gros, la question pourrait être formulée ici. Qu'il y aurait-il de pathologique entre adolescence et filiation adoptive? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, si c'est le message, je trouve que c'est un peu abusé franchement, et un peu beaucoup même abusé, d'associer justement les questions concernant la filiation adoptive immédiatement au domaine de la maladie. Je trouve ça sidérant, en fait, ça m'énerve. Bref, en dehors de cette corrélation, en fait, la psychiatre intervenant ici s'interroge quand même sur la notion de l'intensité entre le parcours classique d'un ado et le parcours spécifique de l'ado adopté. Bien sûr que cette question d'intensité a sa place dans ces interrogations-là, parce que justement, sans vouloir hiérarchiser d'ailleurs, le parcours de l'adoption est marqué par la notion de souffrance subie en fait sur des sujets fondamentaux et à des périodes clés de la vie. Après, la question de l'intensité a plusieurs sens. Et ici, bon, c'est juste un mot parmi d'autres. Donc c'est un peu dommage. À l'adolescence, on se pose tous des questions de toutes sortes, et surtout en matière d'identité. Et notre façon de les aborder en tant qu'ado sera justement influencée par notre enfance. Et puis les entraves ou les tabous qui ont été imposés justement au sein de la famille ou dans l'environnement social global dans lequel tout individu évolue. Pour ces entraves, je pense par exemple au fameux secret de famille qui peut entraîner dans toutes les familles et qui peut poser problème, qui peut traîner pardon dans toutes les familles et qui peut poser problème à un moment donné. Dans les tourments de l'adolescence, justement, en situation d'adoption, le processus adolescence, nous dit-elle, est bousculé et les relations peuvent être en fait affaiblies en provoquant, si je la cite, une fragilisation en miroir ado-parent. Ce qui provoque cette fragilisation dans le cas de l'adoption est la remise en question en fait du lien de filiation selon elle. Ce qui, selon moi, peut déjà se produire dans tout type de famille, d'autant plus dans les familles adoptives, parce que justement, cette notion de filiation est quasiment paradoxale dans l'adoption, étant donné que je l'ai associée à un lien de sang inexistant dans nos croyances imaginaires, et dans l'adoption, elle est justement absente. Du coup, c'est comme si c'était paradoxal de parler de filiation dans l'adoption. De manière générale, en tout cas, en sociologie, le lien est avant tout social, en fait. C'est ce que je m'en souviens, en tout cas, de mon cours de sociologie au lycée. Et l'adoption nous renvoie justement directement au cœur de cette théorie-là. En tout cas, en la matière, selon le docteur Lida Pulik, il y a 3 points à discuter. Et les 3 points sont les suivants. Donc, il y a d'abord la tonalité de l'abandon. Nous y revoilà de retour. Ce qui est intéressant ici, et mais qui n'est pas développé, est cette notion de tonalité, qui met l'accent en fait sur les nuances à apporter en la matière. Mais bon, pour éviter de me répéter encore une fois, je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit précédemment concernant la notion d'abandon ou de syndrome d'abandon. Deuxième point, les projections paradoxales des parents. Je pense que les parents, en fait, de manière générale, ont des projections conscientes ou inconscientes qu'ils transmettent à leur progéniture. Mais dans le cas de l'adoption, celles-ci, elles sont dites paradoxales selon le psychiatre. Donc, je me pose la question de pourquoi. Je cite une phrase qui est déjà une citation dans le texte. Tu es d'autant meilleur pour moi que tes origines sont mauvaises. Donc, c'est un peu je trouve, c'est une complication de formulation. J'ai du mal un peu à comprendre ces phrases un peu tordues. Mais ce que j'en déduis, c'est que cela semble renvoyer en fait à la notion de peut-être je t'aime moi non plus ou je t'aime, je te hais. Je ne sais pas. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à partager. Une question ici, c'est quoi cette notion d'origine mauvaise? Et cette question reste au stade de question. Je me la pose justement. Bref, ce qui est mauvais en tout cas pour moi, ce sont ces projections, car elles impactent sur la construction de l'enfant ou ado, qui est pour moi en fait une entité à part entière, indépendamment de ses parents ou de ses liens familiaux, même si cela influence beaucoup la construction. Donc je rajoute dans le cas de l'adoption que cette notion de projection parentale peut être aussi en fait provoquée par des pressions familiales ou sociales immenses qui pèsent en fait sur la tête de ces parents adoptants qui sont soumis au défi de réussir et de gérer cette famille pas comme les autres en fait. Rappelons bien fort, franchement, que cette famille particulière est soumise en fait à un ensemble de clichés et de jugements qui sont très préjudiciables et qui n'aident absolument pas du tout dans ce parcours. Ensuite, donc, troisième point, la question de la sexualité. Aïe, 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 sujet délicat. Et donc, et oui, il ne faut pas oublier que l'on parle ici de l'adolescence. Donc, le corps mute littéralement, elle se transforme sur notre regard parfois ébahi, et ça chauffe, les hormones travaillent comme on dit.
Bref, à cette période de puberté et donc de découvertes multiples déterminantes, la sexualité, en fait, est un thème très important. Je pense qu'il ne faut pas prendre à la légère ou négliger. Mais alors franchement, que se passe-t-il pour un ado adopté en matière de sexualité à l'adolescence? Est-ce qu'il y a des différences entre ados issus d'une famille classique ou ados issus d'une famille adoptive? Apparemment, oui, dans cet article. Et elle est orientée, en fait, sur une défaillance. Je mets bien ce mot entre guillemets parce qu'il n'est pas le mien et je le reprends du texte. Il est un peu hors contexte quand je le sors comme ça, mais selon le docteur Leda Pulic, en tout cas, l'ado adopté a une vision défaillante de la sexualité de ses parents. Ok, docteur, mais quand on lâche un pavé aussi lourd que celui-là, en fait, la moindre des choses, c'est de donner des explications ou au moins des pistes de réflexion. Ici, on parle de la sexualité, mais on ne parle ni de la sexualité de l'ado, ni de celle des parents directement d'ailleurs. Alors, après avoir réfléchi sur le thème, je vous partage un peu mes pistes de réflexion parce que je ne peux pas prétendre apporter des réponses, en aucun cas. Concernant l'ado adopté, donc, première chose, comment l'ado adopté, en fait, parvient-il à gérer sa sexualité avec un corps, justement, qui le soumet, en fait, à des interrogations identitaires fortes? Comment au niveau de son corps, parvient-il, en fait, à s'identifier? Parce que c'est une période à laquelle on s'identifie. Et à qui? Rappelons ici que dans l'adoption, les ressemblances ne sont pas évidentes. D'accord? Donc, vous imaginez bien. Ensuite, deuxième point, concernant les parents, comment la sexualité des parents, en fait, se manifeste à leurs enfants? Et sur quels critères les enfants basent-ils leur perception? Faut-il mettre dans le même sac, en fait, les parents adoptants ayant des enfants biologiques et ceux qui ont été mis à l'épreuve des problèmes de procréation? Voilà donc toutes mes pistes en lien avec l'adoption et la sexualité et l'adolescence. À méditer donc. Si vous avez des informations ou des théories ou des idées, n'hésitez toujours pas à partager. On s'arrête en tout cas pour l'intervention du docteur Lida Pulic qui se clôture avec un petit paragraphe, mais qui n'est pas des moindres, et intitulé La nature de la demande et de notre réponse. Alors voici les points qui me semblaient importants et que j'ai relevés ici. Première chose, frappante d'ailleurs, on parle des difficultés rencontrées par les familles adoptives et de la nature de la demande. Mais on ne dit pas de quelle demande il s'agit et par qui elle a été émise réellement. Deuxième chose, le problème principal pointé ici étant la notion de rejet, enfant-parent ou parent-enfant. Je reprends les propos métaphoriques un peu du texte. Rejet entre le greffon, qui est l'adopté, et la greffe, qui sont les parents. D'un point de vue sémantique et métaphorique, en fait, je trouve que cette approche place immédiatement l'adoption dans le domaine médical, de la chirurgie ou tout autre domaine d'intervention médicale. Les parents étant dans cette perception dit les hôtes, donc ceux qui accueillent l'enfant. Et l'enfant, par contre, lui, est celui qui attaque. Je reprends les propos, quand les choses ne se passent pas bien. Alors, un petit coup de gueule rapide ici, mais en douceur. Il faut vraiment sortir de ces accusations, en fait, où l'enfant est un éternel problème et jamais la solution. Et de l'autre côté, en fait, il faut aussi sortir de la victimisation permanente des parents adoptants. Oh, mais regarde, les pauvres, ce que leurs enfants leur font subir, alors qu'ils ont été gentils de les adopter. Ah, mais c'est une merde, faut vraiment arrêter avec ce bullshit-là, en fait. Voilà, pour terminer mon petit coup de gueule. Donc, personnellement, je préfère les approches systémiques, en fait, avec lesquelles, justement, on appréhende et analyse la famille comme un système, un ensemble composé de différents membres. Donc, il n'y a pas d'accusation individuelle. Quatrième point, on parle ensuite de la nature de la réponse, qui est en fait une solution apportée par le corps médico-social. Tadadam. De mon point de vue et par expérience, le domaine de la santé mentale en France va vraiment mal avec des conceptions paternalistes vraiment de cette sorte. C'est-à-dire que le corps psychomédical a cette prétention-là à détecter des problèmes et à en être la solution. Pour moi, en fait, les solutions, en réalité, elles sont entre les mains des personnes concernées qui doivent parvenir à identifier et à appréhender leurs problèmes. L'accompagnement, c'est là que justement intervient le corps médico-social et simplement là pour moi, c'est d'apporter justement l'accompagnement qui est important et nécessaire pendant ces périodes difficiles-là. Cinquième point, en parlant d'accompagnement, voici que dans ce texte, on nous dit de donner au thérapeute une position grand-parentale pour qu'il puisse effectuer ce travail. What the fuck, comme on dirait certains. Alors je vous dis les raisons de ce what the fuck qui traduit vraiment ma sidération la plus totale. Parce que, première chose, un thérapeute, pour moi, ne peut être assimilé en aucun cas au rôle d'un membre de la famille, que ce soit de manière théorique ou symbolique, car son rôle même
dans son essence, est d'être une personne extérieure pour des raisons évidentes, franchement. Et pour moi, du coup, cette approche n'est carrément pas déontologique, de venir s'introduire comme ça sur une position familiale. Deuxième point, la notion d'intrusion, du coup. La famille adoptive est en fait, dès le commencement du projet d'adoption, soumise à maintes reprises à une intrusion institutionnelle multiple. Les associations agréées, les institutions juridiques et psychomédicales étant en fait les institutions qui permettent et autorisent l'adoption. Dans certains cas, et après l'accord de l'agrément et le début de ces relations au sein même de la famille, certaines associations ou institutions, ou pays d'ailleurs, demandent des comptes rendus sur l'évolution de l'enfant adopté, parfois jusqu'à ses 18 ans. Imaginez un instant, imaginez vraiment un instant de voir au sein de la famille rendre des comptes sur l'évolution d'un enfant qui est le vôtre désormais. Imaginez subir en fait des sortes de visites de contrôle. Bon, je suis désolée, mais cette notion de visite de contrôle me rappelle vraiment à la notion de contrôle technique de la voiture. J'en dis pas plus. Bref, trop d'intrusion en fait. Trop d'intrusion déjà. Alors, il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop loin en fait, au point de venir justement s'asseoir sur le mythique fauteuil ou la vieille chaise du grand padre ou la grande madre. Donc, no way. Troisième point, c'est la raison qui est pour moi la pire de cette approche paternaliste, je répète, qui conduit en fait à l'infantilisation des parents même, qui, selon cette logique, en fait, deviendraient les enfants des thérapeutes, si ces thérapeutes-là occupent une position grand-parentale. Et les enfants adoptés, n'en parlons pas, ce seraient les petits-enfants. Ça m'étonne pas cette infantilisation permanente des enfants que j'avais déjà mentionné dans la vidéo précédente. Et puis, en fait, dans cette approche est véhiculée aussi l'idée que la légitimité de la filiation adoptive se fait en fait par les institutions ou les thérapeutes qui créent ce lien au point d'en faire partie eux-mêmes. No way, non, vous en faites pas partie de la famille. Ok, vous permettez peut-être à cette relation familiale particulière d'exister, mais non, vous en faites pas partie. Et le but, c'est pas que vous en fassiez partie. Bref, du coup, ce petit paragraphe d'à peine 20 lignes, hein, mais il est court mais costaud. Et passons calmement à la suite, qui est d'ailleurs en fait la dernière partie, donc la fin. Alors, maintenant, c'est au tour en fait du docteur Rocherabro d'intervenir dans sa partie intitulée L'adoption ou le défi impossible. Aïe aïe aïe, ça promet, c'est parti. Alors, selon lui, être parent en fait est un défi de manière générale. Bon, ça, on est tous ok, on sait parce que cela induit en fait, pour faire simple, de grandes responsabilités. Mais être parent adoptant, et selon le docteur Rocherabro, qui est aussi psychiatre à Paris, il me semble, est un risque majeur. Boum, il nous couche direct là. Je prends un instant, je souffle. Et moi aussi, j'ai une question. Quel est ce risque? Est-ce que c'est grave, docteur? J'y réfléchis. Je suppose ici que le risque, en fait, c'est l'échec possible ou l'impossibilité de la greffe pour reprendre leurs propos. Je n'aime pas du tout le mot échec parce que j'ai arrêté depuis longtemps de fonctionner en termes d'échec et donc de réussite, parce que pour moi, tout est en apprentissage, expérience et leçon. Alors, je mets vraiment ce vilain petit mot entre guillemets. Bref, ce qui suit par contre est plus intéressant parce qu'il parle de la notion de rencontre, enfin, de rencontre de trajectoires différentes et de deux histoires de deuil. Enfin, un truc réel qui sort un peu du cliché, Seigneur, franchement. Alors ici, il nous parle de deux choses. Première chose, une perte de filiation du côté de l'enfant et une impossibilité à procréer du côté des parents. Je précise que cette dernière notion n'est pas du tout à généraliser à toutes les familles, car il y a aussi des familles mixtes, enfants biologiques et enfants chimiques, enfants adoptés. J'avoue, je fais l'idiote. Néanmoins, la question se pose. Les enfants adoptés, si on n'est pas biologique, est-ce qu'on est chimique? Ça, c'est une petite question. Bref, dans ce risque majeur que représente l'adoption, il y a deux lectures possibles, dit-on. Première lecture, une complémentarité en comblant les vides et manques inhérents aux deux trajectoires de vie. Deuxième, une impossibilité, car ces vides et manques ne peuvent être comblés. Ok? Ces propos restent en fait au stade de question et ne sont pas du tout abordés dans le texte. Hop, on lâche encore un petit galet et on passe à la suite. Je vais moi-même faire pareil car les propos ici ne me parlent pas du tout et la vision est trop binaire pour moi. Donc, on va passer à la suite qui parle justement des acteurs de l'adoption et on peut en spécifier trois. L'enfant et son histoire, le couple et son histoire, entre guillemets, marquée par l'échec de la PMA. C'est un peu lourd de répéter ça à longueur de temps, mais c'est ce qu'il dit.
Ensuite, le troisième acteur, c'est le tiers social, qui justement organise, orchestre et autorise l'adoption. Mais en tout cas, il serait très malvenu de dire, comme dans le texte, je cite, que ce dernier crée le lien d'attachement. Non, non, non et non. Ce sont l'enfant et les parents en fait qui créent l'attachement. Je trouve que là, c'est n'importe quoi en fait. Quant au mythe familial sur lequel se base ce dernier, là, je mets un point en insistant sur le fait que justement, ce tiers social-là juge et analyse des couples aptes ou non à être parents sur des critères dont j'ignore complètement en fait. Mais en tout cas, il y a un truc sur lequel je suis persuadée, c'est qu'ils sont basés sur le mythe de la famille conventionnelle. Il ne faut pas s'étonner ensuite que du coup, il y a des dysfonctionnements dans le système, dans sa globalité en fait. On ne base pas du tout les critères sur, euh, sur quelque chose qui est adéquat ou adapté à la situation, selon moi. Selon le docteur Roche-Rabran, en tout cas, quand l'adoption ne se passe pas bien, ces acteurs se renvoient la balle de la faute. Bon, généralement, moi, comme je l'ai déjà dit, c'est souvent l'enfant qui est en fait au centre des accusations. Et ici, je relève une chose qui m'a vraiment encore interpellée, choquée, c'est la notion d'enfant, je cite entre guillemets, génétiquement déficient. Ok, la question de la génétique ou bien de l'hérédité étant comme un espèce de désert dans le domaine de l'adoption, comment on peut bien en fait parler de cela ici? Je n'arrive pas à comprendre. Puisqu'on parle de relations, de filiation sociale et non de filiation de sang, comment est-ce qu'on peut parler de l'hérédité ou de la génétique ici? À réfléchir. Je ne me commente pas plus que ça en tout cas, car ce sujet est encore une fois un gros sujet digne d'une thèse en fait. Donc je vous laisse faire certaines corrélations dans mes propos. Enfin, on voit le bout maintenant en tout cas. On attaque en fait la dernière partie qui concerne les axes thérapeutiques. Donc le texte se termine bientôt et mon analyse aussi. On reparle ici de la position grand-parentale. Aïe aïe aïe, franchement, c'est un peu énervant. Et pire encore, je cite, entre guillemets, comme d'habitude, redonner la légitimation aux liens familiaux. Alors, on reste calme toujours. Première chose. Voilà ce que j'en pense, moi, de ces propos. Il faut laisser la famille adoptive, en fait, vivre et évoluer sans l'institutionnaliser en permanence. L'accompagnement devant être, en fait, de l'accompagnement et non de l'intrusion. Deuxième chose, on va pas passer son temps à parler de légitimation. Ici, il y a une différence entre légitimité. Ils ont privilégié le mot légitimation, question de subtilité. Donc, voilà, on va pas passer son temps à parler de légitimation ou de légitimité de lien qui ne serait possible qu'en fait par l'intervention extérieure. Parce que remettre cette notion de légitimité ou légitimation sur la table sans cesse, c'est aussi rappeler la non-légitimité en fait, à l'inverse. Allez hop, on enfonce encore le clou un peu plus loin là où ça fait mal. Donc je trouve ça un peu dommage et abusé comme d'habitude. En tout cas, la solution proposée ici est basée en fait sur la narration. C'est un truc que j'aime beaucoup, la notion de la narration, parce que raconter, conter des choses ou parler peut vraiment permettre à des personnes de s'exprimer, résoudre certaines situations. Et là, il nous parle du coup d'une solution basée sur la narration et sur la mise en place d'un espace de pensée et de restructuration d'identité. Ce qui est pour moi, en fait, voilà, je répète, une excellente chose. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord parler d'une notion qui est extrêmement importante et à étudier au préalable, c'est la notion de la communication et des blocages qu'il peut y avoir en fait dans ce domaine-là au sein de la famille, que ça soit famille conventionnelle ou adoptée, justement afin de travailler ensuite sur la narration, l'identité et l'expression. La communication étant pour moi en fait la clé à beaucoup de problèmes. Donc avant de parler de narration, je pense qu'il faut voir aussi peut-être au niveau de la communication, des moyens et des techniques et des outils qui sont possibles de mettre en place pour résoudre certains problèmes. En fait. Là, par exemple, en termes d'outils de communication, je pense à la communication non violente, si je ne me trompe pas, qui est aussi une idée, et à la communication aussi à travers un jeu. Ce qui me renvoie en fait à mon jeu de cartes sur lequel est basée cette vidéo. Donc c'est un jeu aussi qui a intérêt à valoriser, à permettre la communication. Je ferme cette parenthèse. En tout cas, ainsi se termine cet article, édité en fait par Aude Van Effanter, j'espère ne pas écorcher les noms d'ailleurs, psychiatre elle aussi en fait de l'enfant et de l'adolescent, qui a d'ailleurs édité des écrits sur le site du KRN notamment. Vous pouvez trouver certaines de ses publications sur Internet. Mais avant de vous laisser, je vous donne ma conclusion quand même. Je ne peux pas partir comme ça. Alors, conclusion. En fait, première chose, c'est que l'enfant, vous l'aurez compris et j'ai répété à plusieurs reprises, l'enfant est souvent absent des réflexions. L'enfant adopté, comme étant en fait une entité capable d'apporter des clarifications ou des solutions. Je trouve ça dommage.
Surtout quand en fait l'enfant adopté devient un ado adopté et ensuite devient un adulte. Et lorsqu'il devient un adulte, qu'est-ce qu'il a à dire? Même quand il est enfant ou adulte, qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre sur ce parcours-là très particulier? Ensuite, une deuxième chose, une vision raccourcie et binaire en fait, avec des cas de figure qui sont très limités et peu nuancés dans ce texte. Donc, dommage aussi. Troisième chose, les axes thérapeutiques en fait mentionnés ici peuvent être intéressants s'ils avaient été en fait plus développés, mais l'idée d'accorder au thérapeute, en tout cas cette position grand-parentale, me sidère complètement et elle est selon moi complètement aberrante. Non les gars, là vous êtes à côté de la plaque. Désolée, mais je le dis quand même. Ensuite, un autre point, dans les acteurs de l'adoption, en fait, on oublie aussi, on a parlé de l'enfant, des parents et du tiers social, mais on oublie aussi une chose importante, c'est la famille adoptive au sens élargi, c'est-à-dire les tatis, les tontons, les grands-parents, les cousins, les neveux, les nièces, les filleuls, tous les membres de la famille au sens élargi, mais aussi de l'autre côté, la famille biologique élargie, s'il y a encore ou s'il n'y a plus. Donc je trouve que c'est dommage que ces acteurs-là soient oubliés parce qu'ils ont un poids considérable, une place considérable dans le déroulement de l'adoption. Ensuite, un autre point, c'est la question initiale, en fait. La question initiale de cet article. Donc, adoption, connaît-il des appartenances culturelles et du processus psychique de l'adolescence? Je trouve qu'elle reste en fait, en fin de compte, au stade de question. Comme s'il y avait un paradoxe entre l'intitulé et tout le texte. Même si dans cet article, en fait, on a des pistes de réflexion, il y a cependant, pour moi, trop de confusion dans les termes, notamment entre enfant adopté et ado adopté. On confond les deux. L'adulte adopté, n'en parlons pas, il est complètement absent. Donc, il n'existe pas. Un enfant adopté ne devient jamais adulte. Dommage. Et je rajouterais aussi ici que, en fait, la notion des appartenances culturelles, en tout cas selon mon expérience et mes recherches, varie aussi en fonction de beaucoup d'éléments, et notamment de l'âge d'arrivée de l'enfant dans la famille ou dans le pays, qui peut être différent du pays d'origine. Différence notable entre justement quand on arrive à 1 mois, 3 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, c'est fondamental de préciser l'âge d'arrivée. Mais comme on ne parle pas de l'enfant ou de l'ado adopté en lui-même, ça n'a pas lieu d'être ici en fait. Ensuite, il faut mentionner aussi que certains enfants adoptés arrivent parfois dans des situations de déni eux-mêmes, de leurs histoires, de leur propre histoire passée ou de leurs origines pour des raisons multiples en fait. Ça peut être parfois par honte ou par nécessité aussi, justement par nécessité d'avoir une tranquillité psychique pour justement aussi favoriser parfois l'intégration dans le pays en question d'accueil. Et parce que justement, la double culture n'est pas chose simple à gérer. Elle met tout de suite dans des paradoxes, dans des dualités qui sont parfois extrêmement forts et qui peuvent soit améliorer notre connaissance de soi, faire une construction identitaire multiple, soit nous amener à une perdition dans toutes les questions que cela ramène. C'est comme si parfois, quand on est dans une double culture, ça nous amène à multiplier nos 5 sens en fait par 2 au moins. C'est assez impressionnant. Donc ça demande beaucoup et certains enfants adoptés peuvent traverser cette période-là de déni complet ou de refus de leurs origines ou de leur histoire passée. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental à aborder dans cette question-là. Parce que l'enfant adopté ou l'ado adopté ou l'adulte adopté a aussi à un moment donné en fait sa part de responsabilité dans les choix qu'il fait. Même si il est soumis aux difficultés de ce parcours, voilà, cette notion-là, elle mérite d'être prise en compte puisqu'elle est importante. En bref, la notion d'adoption est trop complexe en tout cas, à commencer par le mot même, qui est souvent en fait associé à tellement de choses. Ça peut être adopter une loi, adopter un animal, adopter un comportement. Il faut donc aussi faire un gros travail sémantique selon moi en fait sur la notion d'adoption, qui est aussi en fait une notion très très vieille d'ailleurs. Et on en parle dans la Bible par exemple, on en parle beaucoup de fois dans tout ce qui est contes et légendes folkloriques en fonction des pays. Ce mot-là, donne différents sens. Donc j'ai regardé sur le site du CNRTL ou sur le site du dictionnaire ou encyclopédie Larousse. Bon, étymologiquement parlant, je tiens à mentionner que les choses que j'ai trouvées par rapport à l'origine du mot ne m'ont pas satisfaite, donc je les partage pas ici. Je partage juste les notions sur lesquelles ça m'a mis. Et ça donne, première chose, donner à quelqu'un le droit, le rang de fille-fils. Deuxième chose, notion de s'attacher et faire sien. J'aime bien cette deuxième notion-là. Et après, j'étais chercher donc un synonyme. Et le synonyme, par exemple, j'ai pu trouver du mot adoption, c'est accepter, admettre et aussi embrasser. Tududum, avoir. Et à l'inverse, j'ai regardé le contraire. Et c'est génial, c'est mystique parce que le contraire du mot adoption que j'ai trouvé sur Internet, c'était
abandonner. Et là, comme on a parlé de l'abandon tout le long de ce texte, je trouve ça fantastique et ça va me faire cogiter certainement pour d'autres interventions vidéo. En attendant, on continue à se poser des questions et à réfléchir. Il reste encore 2 vidéos à venir dans le cadre du premier tirage test de mon jeu de cartes. Une vidéo sur la carte voyage et l'île de la Réunion et une autre sur la carte jeune adulte. On se retrouve donc mercredi prochain, le 13 février, pour la vidéo sur la carte voyage et l'île de la Réunion. Alors, avant de vous quitter, quand même, un grand big up à toutes les personnes qui m'aident, me soutiennent et m'accompagnent dans ce projet, plus particulièrement dans cette vidéo à Juliette. Merci beaucoup, ma grande, pour tes derniers retours positifs. Ça m'encourage beaucoup et ça me motive. En tout cas, j'espère qu'elle va te plaire, celle-là. Je t'embrasse très fort et je vous envoie plein de love à vous tous. Prenez soin de vous. On se retrouve plus tard. Bye bye!